Bienvenue dans Les Baladeurs, un podcast Les Others. Que vous soyez chez vous ou dans la rue, avez-vous déjà rêvé de crapahuter en pleine jungle? De poser un an pour vous embarquer sur un bateau pour une transatlantique? Le frisson de l'ailleurs vous traverse peut-être. Vous sentez que vous pourriez partir, un jour, sur un coup de tête. Ces histoires sont faites pour vous, en attendant le jour, prochain peut-être, de votre départ. Vous pourrez y goûter les aventures des autres, les péripéties de ceux qui se baladent. Nos baladeurs, ce sont les aventuriers, les curieux du plein air, les sportifs, les contemplatifs. Ils se baladent, loin ou proche, dans des zones extrêmes ou à côté de chez nous. Alors nous leur avons demandé de nous raconter au creux de l'oreille les récits que l'on compte au coin du feu. Prêts pour le départ ? Jérémy Villet a pioché dans sa mémoire une image blanche parmi l'album de ses souvenirs d'expéditions photographiques en région polaire. Il est photographe animalier et avec son van, il parcourt les territoires enneigés du nord de la Terre. Ses clichés sont blancs, poudreux, sauvages. Il capte un instant, un vol d'oiseau, le regard d'un bœuf musqué. Souvent solitaires, les photos de Jérémy témoignent pourtant de rencontres avec le monde sauvage. Mais parfois, la rencontre n'est pas celle qu'il attend. Tous les ans, à la fin de l'hiver, quand la lumière commence à revenir dans le nord du monde, j'essaye de partir avec mon van jusqu'au Cap Nord, donc le sommet de la Norvège, la dernière pointe de terre tout en haut de l'Europe. Et donc je pars avec mon van, donc j'ai un vieux van Volkswagen, alors qui est pas aussi beau que tous les vans qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est un van fourgon sans fenêtre sur les côtés, mais dans lequel j'arrive à mettre tout mon matériel. Donc je mets des skis, un traîneau qu'on appelle une pulka, qui me permet d'avancer avec du matériel dans la neige. J'essaie de regarder des webcams pour voir s'il y a assez de neige, parce que je veux faire des photos dans la neige. Et aussi j'envoie parfois des messages à des gens que j'ai rencontrés sur place, qui sont fermiers, éleveurs de rennes, ou en Norvège, en Suède, en Finlande, ou scientifiques, ou pêcheurs, et je leur demande s'ils ont vu des animaux. Donc je fais un peu de repérage comme ça, et puis je fais aussi du repérage sur Internet, où je vais voir, grâce à des hashtags de lieux sur Instagram, je tombe sur des photos que des habitants ont fait dans un lieu où je sais qu'il y a des animaux, pour voir si par exemple cette année les lièvres blancs sont là, ou si les rennes migrent. Et puis aussi j'ai des cartes sur lesquelles je dessine des itinéraires, Rambouillet. que je retranscris sur des GPS de randonnée où je rentre des points 48 degrés nord, qui me permettent de me guider un peu quand je suis à pied sur le terrain. 1 degré est, Et surtout je me fais un itinéraire pour faire avec mon van. Bruxelles, Caen, Düsseldorf, Hambourg, Copenhague. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut aller tout en haut de l'Europe sans prendre le bateau. Donc il y a des ponts entre le Danemark et la Suède, et passe en Suède par ces ponts. Et puis ensuite je prends au nord-ouest, tout de suite en Norvège. Et là, très tôt, à 2 heures d'Oslo, il y a des très hauts plateaux de toundra, où je reste souvent 2 semaines, où il y a des rennes sauvages, des bœufs musqués qui sont ces grands buffles de la préhistoire. Oslo, Trondheim, Valhalla, Rovaniemi, Inari. Et après, je continue, je retraverse la Suède. Donc là, c'est des paysages de forêts boréales avec des grands sapins et des lacs partout. Ivalo, Karasjok, Kirkenes, Alta. Puis je repasse en Finlande, au nord de la Suède. Donc la Finlande, c'est aussi des forêts un peu plus austères, avec des petits villages de bûcherons. Avoisut. Et après, au nord de la Finlande, je retrouve le sommet de la Norvège, qui fait en fait cette banane qui contourne toute la Scandinavie. Et là, j'arrive au Cap Nord, Cap Nord, 71 degrés nord, 25 degrés est. qui est souvent mon objectif. Donc c'est 40 heures de route que je fais en environ 3 jours, sans trop m'arrêter. Mais en même temps, c'est excitant parce qu'on part avec ces images dont on a rêvé, d'animaux qu'on a aperçus les fois d'avant et qu'on espère enfin photographier. Donc pendant tout le voyage avec soi-même, on part avec cet imaginaire qu'on développe encore plus. Et d'un coup, on se gare et on se retrouve au bout de la route. On part et on doit ouvrir la voiture qu'on avait fermée en partant de chez soi en région parisienne. Et donc voilà, donc dans cet itinéraire, j'ai plusieurs étapes. Et là, souvent la dernière étape, c'est d'aller dans une île au large du Cap Nord. C'est un petit bateau norvégien qui me dépose mon van avec des câbles sur l'île. Il n'y a pas de route, et après je me débrouille tout seul avec. Ça me sert de camp de base, donc la voiture est posée à même la neige. Et je pars avec mon traîneau. Et là, je voulais photographier des lapins blancs, des lièvres variables, qui sont super beaux et en immense quantité sur cette île, parce qu'il n'y a aucun prédateur.
Et j'avais dit au bateau de venir me chercher telle semaine, et il peut m'envoyer un message sur mon téléphone. Et le bateau m'a envoyé un message un jour en me disant on va venir vous chercher tel jour parce qu'on doit déposer quelqu'un sur une autre île. Et en fait, ce quelqu'un sur l'autre île, c'était un monsieur de plus de 60 ans. Il est au fond du bateau, il parle pas. Et il a, comme tous ces Norvégiens, comme beaucoup de marins norvégiens, comme une petite boîte dans laquelle on mettrait des bonbons, mais dedans il y a du tabac qui mâche en fait, et comme une chic, mais encore différemment. Et puis ils ont aussi du tabac qu'ils mettent dans les narines. Et il a des tics un peu comme quelqu'un qui roule une cigarette dans sa façon de disposer ses choses. Donc on voit tout de suite qu'il a un petit rituel personnel dans tout ce qu'il fait, mais très fermé sur lui-même. Donc, et puis il a une gueule très burinée, il est grand, brun, très musclé pour son âge, et avec des larges épaules, mais en même temps des jambes fines. Et il a des mains très très burinées, donc on voit très peu les ongles. Il a les mains un peu gonflées, comme beaucoup de marins ont aussi, les marins norvégiens. Pendant les saisons de pêche, on voit ils ont la main qui gonfle sur les doigts. Donc tout de suite, c'est des choses qui parlent énormément de ce qu'il fait, de sa vie. Donc moi, ça m'a tout de suite assez intrigué. Puis on imagine plein de choses. C'est dans des moments où on est en bateau, donc c'est un peu comme si on était dans le métro et qu'il y a quelqu'un en face de nous et on regarde sans le regarder. Puis on se fait une histoire sur sa vie. Il m'a dit, mais viens avec moi sur mon île, tu vas voir, il y a aussi des lapins blancs, tu vas adorer. Et ça pourrait être chouette que tu redécouvres mon île, j'habite tout seul sur cette île et tout. Donc tout de suite, ça a fait écho à plein de concepts un peu fascinés de Robinson, et puis aussi d'une vie en autonomie dans un endroit tout blanc. Alors il faut imaginer, les îles norvégiennes sont des toutes petites îles au large des fjords, avec une montagne un peu au centre et ce qu'on appelle un fjord, donc une entrée de baie avec des falaises de montagne des deux côtés, et après un replat blanc. Et en même temps, après, le bateau a dû retourner au port sur le continent parce qu'il y avait une genre de tempête, et donc on est resté une nuit dans la même cabane qui sert de waiting room, de salle d'attente, dans laquelle il y a une cuisine et un lit. Le lendemain, on est allé chez lui. On est arrivé le soir par bateau. Le bateau nous a remis ma voiture posée dans la neige. Et lui a sorti des skis derrière un rocher. Il a dit, prends du matériel pour vivre une semaine. Prends ton petit traîneau dans ta voiture. Et tu vas venir chez moi. Et puis, donc moi, hyper enthousiaste de rencontrer quelqu'un qui a cette vie qui me fascine. Je l'ai suivi sans me poser du tout de questions. Alors on skie la nuit avec des skis de randonnée nordique. C'est des skis qui vont très vite, avec comme des grands skis de fond. Alors, il y avait des aurores boréales, donc il faut imaginer la neige qui change de couleur, même la neige, tellement il y a d'aurores boréales. Et on arrive dans une descente, et en fait, j'aperçois une maison qui est une cabane de pêcheurs, donc une maison en bois, carré, jaune. Tout est en bois dans la maison, comme dans un bateau un peu. Et il sort une clé derrière un pot de fleurs un peu, et même si il n'y a pas de fleurs, et il ouvre la porte, il dit bonne nuit, tu peux dormir dans cet étage-là, donc demain je te lève tôt parce qu'on doit se nourrir, on doit aller avoir de la nourriture. Et le lendemain matin, il me réveille à 5h, et il me demande si je sais tirer, et donc je suis parti à ski avec une carabine sur le dos, alors un peu comme un Martin Fourcade norvégien, donc on skie avec une petite carabine sur le dos, et il me dit là on doit aller chasser des lièvres. Donc c'est une vision un peu bizarre, parce que normalement je photographie des animaux, mais là c'est un rapport à la nature et même à la nourriture qui est que je trouve beaucoup plus naturel que tout ce qu'on peut chercher ici. Mais je l'ai vraiment découvert quand il a mis ses skis et que je l'ai vu dans la nature, parce qu'il a une forme d'élan, il se met à courir d'un coup comme moi je me mets à courir dans la neige par enthousiasme. Cette espèce de pudeur qu'ont les marins, surtout les gens du Nord, une austérité très forte où on a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. Et là, il l'avait plus du tout. Il était devenu un gosse comme moi, il criait, il voulait skier plus vite que moi, et il tombait, il rigolait, alors que c'était ce marin au coin du bateau. Et donc, tout de suite, j'ai vu qu'il avait un rapport à la nature qui était complètement émerveillé. Ouais. Qu'ont beaucoup de gens dans ces endroits lointains. Alors parfois, c'est parce qu'ils ont une relation très forte. La nature et l'environnement nous offrent pas beaucoup d'excitation ou de choses comme ça, c'est quelque chose de très austère. Et donc je pense que ceux qui arrivent à tenir, c'est ceux qui arrivent à puiser un émerveillement plus fort, parce qu'ils ont la nuit pendant les 3/4 de l'année, et ils ont le jour tout l'été. C'est vraiment, quand on dit des terres de contraste, là c'est vraiment quelque chose qui pèse énormément sur la psychologie, qui donne ce caractère austère et en même temps qui donne des extrêmes dans les attitudes.
Puis au bout d'un moment, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait sur cette île, s'il avait toujours habité là et tout. Il voulait pas me répondre, puis un soir, il m'a passé son téléphone, il m'a dit appelle ta famille pour leur dire que tu vas bien et tout. Je dis mais ils sont pas inquiets. Mes amis, mes proches savent que je pars longtemps. J'étais parti en van jusqu'au Cap Nord, donc j'étais parti pour 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait, j'ai vu sur son téléphone qu'il avait photographié ma carte d'identité qu'il avait retrouvée au fond de mon sac. Donc il avait fouillé dans mon sac, dans la doublure de mon sac de rando, il avait pris en photo ma carte d'identité. Normalement, j'aurais dû avoir peur de lui, mais je lui ai demandé pourquoi il avait pris en photo ma carte d'identité. Et il m'a dit qu'il était inquiet la nuit d'avant parce qu'il s'est demandé si j'étais pas venu pour lui, en fait. S'il vit sur cette île, c'est qu'il est payé par le gouvernement américain pour disparaître, parce qu'il a été instructeur chez les Navy Seals américains, qui sont les forces spéciales qui interviennent derrière les lignes ennemies. Il avait été repéré en Norvège parce qu'il avait passé des tests de service militaire, et il était meilleur que tout le monde pour vivre dans la montagne. Et donc ils l'ont embauché, petit à petit il a monté des grades et il a travaillé pour le gouvernement américain, puis pour les forces spéciales. Il a fait des planques en Russie, en Afghanistan. Il a vécu des choses très dures. Il a fait des interventions qui ont tué des gens, même des civils. Et quand il revenait chez lui, il n'arrivait plus à parler à sa femme et à ses enfants. Et il a décidé d'aller vivre dans la nature parce qu'il a dit que c'est là qu'il se sentait vraiment bien et qu'il arrivait à se retrouver un peu lui-même. Et donc il vit sur cette île en autonomie complète depuis plus de 10 ans. J'étais parti photographier des lapins sur une île. Alors j'avais trouvé cette île grâce à des forums de chasse norvégiens, où il y a des gens qui disent qu'ils vont sur cette île pour chasser ou pour faire des études sur ces lièvres qui en fait ont aucun prédateur sur cette île, et on pense qu'ils sont venus par la mer, les lièvres, parce qu'ils nagent. Donc j'ai passé 3 semaines à chasser et à pêcher avec lui. Puis il m'a pris un peu sous son aile, parce qu'il a vu que j'aimais beaucoup être dans la nature, puis que j'avais des formes d'habitude à vivre dans la neige et tout. Alors il est chasseur, mais il a un rapport à la nature hyper fort. Quand il sort le matin pour aller chercher de l'eau, parce qu'il a une source qui descend de la montagne, il parle aux grands corbeaux qui sont au-dessus de lui, il regarde les nuages, il me dit quel temps il va faire le lendemain. Il récupère des bois flottés qui arrivent de Russie, qui se perdent dans l'océan, qui fait sécher en les mettant en pile, et avec l'eau et la neige, le sel s'en va, il peut faire du feu, et puis il chasse et il pêche. On a croisé un bateau de pêcheurs russes, et surtout des Polonais dedans, mais qui est venu nous voir pour nous demander, alors à peu près en anglais, il nous a dit qu'est-ce que vous faites sur cette coquille de noix en pleine mer. Et en fait, on était au bout du fjord, donc on était parti de chez lui à moteur, mais le moteur s'était arrêté, donc on finissait à la rame. Donc on pêche avec juste une ligne qu'on fait tomber jusqu'à 100 mètres de fond. Les jours où d'un coup on sait qu'il va faire beau le lendemain, parce qu'on arrive à voir la nuit. Après une tempête, il va souvent pêcher, parce que la mer redevient très calme après. Donc il peut partir loin avec son petit bateau. Et moi, quand il fait beau, je peux essayer d'aller faire des photos d'animaux sur cette même île. Alors je vais dans des zones où lui ne chasse pas, parce que je sais que je trouverai plus d'animaux. Donc le matin, il part vers son bateau et il me dit moi, je vais à la mer, toi tu vas à la montagne. Et il monte la montagne qui est de l'autre côté du fjord, donc, qui est vraiment en face de sa maison, qu'on la voit depuis c'est comme un sabord, un petit carré dans la maison, on voit la montagne en face, et lui part avec son petit bateau, et moi avec mes skis. Donc toute la journée à ski, donc je grimpe une des faces du fjord, qui est comme une combe, un grand couloir blanc, qui est pas du tout dangereux. Et donc juste en 200 mètres de montée, on se retrouve tout en haut de ce qui ressemble vraiment à une montagne. Et donc il y a genre comme un petit plateau. Et dessus il y a des lagopèdes, donc ces petites perdrix blanches, et des lièvres blancs, et qui vont chercher des zones très venteuses, surtout après la tempête où la neige est partie, où ils peuvent accéder à du lichen. Il y a des baies même qui restent sous la neige. Et moi, depuis le haut de la montagne, je vois mon pote qui est dans son petit bateau et qui avance loin dans la mer et qui va chercher le dîner des prochains jours. C'est au printemps, au mois d'avril. Au début, il n'y a que 4 heures de jour, et puis tous les jours, on gagne une demi-heure à peu près. Donc ça va très vite, il y a un moment où on passe vraiment de la nuit au jour. C'est un moment aussi qui correspond avec les périodes un peu plus douces en température. Il fait plutôt moins 10 degrés que moins 30 degrés. Ce qui est vraiment une grosse différence pour vivre dehors et tout. Le soir, je lui montre mes photos sur mon écran, et lui, il me ramène son seau avec du poisson, ou pas dedans, parce que parfois, il n'en prend pas du tout. Et après, en cuisine, quand on est français et qu'on part à l'étranger, on trimballe derrière nous une espèce d'étiquette de cuisinier. Un jour, le bateau devait repasser une fois pour déposer des caisses qui serviraient à des marins qui allaient passer sur l'île prochainement. Et c'était des caisses, en fait, avec du sel et des choses dont ils ont besoin, les marins. Ils se font livrer sur cette île qui sert de checkpoint à ce moment-là.
ils envoient un message à mon pote trappeur pour lui dire qu'ils vont passer sur l'île et qu'ils peuvent apporter des choses. Donc souvent, ils demandent la nourriture qui se périme vite. Donc là, il a demandé des œufs. Il m'a dit que je leur ai demandé des œufs et de la moutarde parce que on va essayer de manger du lièvre le lendemain après avoir fait cuisiner. Et ça pourrait être chouette, comme t'es français, que tu nous fasses une mayonnaise. Donc le soir, il avait tout préparé. Il a une espèce de vieille table qui ressemble plus à un bar coincé dans le chalet, avec de l'huile végétale qu'il garde chez lui. Il m'a dit, maintenant, tu dois pouvoir faire de la mayonnaise. Alors par chance, je savais à peu près faire monter une mayonnaise. Et pour lui, c'était comme un immense cadeau de la civilisation qui arrivait, comme si on lui apportait une télévision. Donc après, je lui ai appris, on a passé la nuit à essayer de faire monter sa mayonnaise qu'il n'arrivait pas du tout à faire monter, alors qu'il utilisait la même fourchette que moi et le même bol. Donc, pour une fois, c'est moi qui savais faire un truc que lui ne savait pas faire dans ces conditions-là. Mais c'était quelque chose qui venait un peu de mon monde à moi. Le soir, on se couche assez tôt, parce on commence à dîner à 5h de l'après-midi. Donc en fait, à partir de 21h, c'est comme s'il était 1h du mat dans notre tête. Il y a aussi ce soir, le vent se lève. Le vent, c'est aussi quelque chose qui endort vite et qui fatigue énormément. Dans la maison du trappeur, là, donc c'est une vieille maison en bois, il y a des entrées d'air partout. Donc il y a des sifflements incessants qui sont très très beaux, puisque c'est apaisant. Puis on a l'impression d'être dans cette espèce d'alcôve au milieu de quelque chose de très très hostile. Alors moi je dormais au rez-de-chaussée, lui à l'étage. Il fait des cauchemars la nuit, donc il se réveille en criant et il se rendort pas souvent. Ça me réveille souvent et puis ça crée quelque chose dans cette situation d'une maison où il y a le bruit du vent, d'être perdu et tout. Ça crée une situation un peu qui devrait être inquiétante mais qui l'est pas parce que je sais qu'il a un rapport très apaisé à ça. Puis en même temps, moi je me sens beaucoup plus en sécurité ou à l'abri dans ces situations que parfois quand je dors dans un coin de ville. Depuis que je suis petit, je vais dormir en forêt avec mes frères d'abord, puis moi tout seul. Ça me réveille même plus le bruit des sangliers qui viennent jusqu'à mes pieds. Souvent j'ai pas de tente, je dors dans un sursac de couchage, un bivy bag. Je sais qu'un sanglier jamais me chargera, sauf si je l'ai blessé, ce qui risque pas d'arriver. Et alors il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de toilette dans la maison et qu'il y a en fait une espèce de toute petite cabane qu'il a fabriquée où il a fait un trou suffisamment profond pour aller aux toilettes. Donc c'est compliqué parce que la neige est profonde, donc on sort, imaginez à moitié en pyjama, en collant de ski, et puis on met des grosses bottes de pêcheur dans lesquelles la neige rentre, donc on a les pieds trempés. Et puis aussi le fait de rester aux toilettes dans le froid, au milieu du vent. Et après il y a souvent quand on sort la nuit, il y a des aurores boréales. Donc on arrive, on ouvre la porte qui est dure à ouvrir d'ailleurs parce qu'elle est souvent face au vent. Et tout de suite je me retrouve dans un endroit enneigé complètement et avec du vent, le froid qui pique sur le visage. Et au-dessus quelque chose d'hyper rassurant qui sont cette danse de filaments comme des grands nuages verts, bleus, violets. Quelque chose d'assez complètement divin qui apaise complètement, mais dans un climat hyper hostile. Donc c'est souvent ça, ces contrastes des endroits très beaux et très loin. On mélange des sensations d'accueil, de chaleur et d'hostilité très fortes. Il me parle de son oncle qui a été chasseur d'ours polaires au Svalbard, entre l'Islande et le Groenland, qui est en fait une île où il y a beaucoup d'ours polaires encore, qui est l'île jusqu'où arrive la banquise, et les ours arrivent par la banquise et restent tout l'été. Restent tout le temps sur cette île et partent sur la banquise quand la banquise arrive à la fin de l'hiver jusqu'à cette île qui est le Svalbard. Mais malheureusement, la banquise n'arrive plus tous les ans ou elle est souvent à moitié. Donc les ours doivent nager ou n'arrivent pas à se nourrir. Et donc sur cette île, avant, il y avait des chasseurs d'ours polaires, ce qui paraît complètement bizarre maintenant. Alors malheureusement, il y a encore des chasses d'ours polaires dans certains pays et la Russie est prête à l'autoriser à nouveau en Russie, ce qui est triste. Mais lui, son oncle, il tuait à peu près 50 ours polaires par an. Et tous les ans, il arrivait avec les peaux d'ours polaires à Alta, qui est la dernière ville au nord de la Norvège. Et il vendait ces peaux d'ours polaires qui après partaient pour la bourgeoisie de toute l'Europe. Et en même temps, cet oncle, il vivait en autonomie totale. Et il voyait des gens qu'une fois par an, donc c'est ce concept du marin qui rentre au port et qui voit des femmes. Et il disait que lui, pour pas penser aux femmes, son oncle lui avait dit qu'il devait sortir et couper du bois.
mais que lui avait un problème, c'est que sur son île, il n'y a pas d'arbres. Donc il devait trouver des solutions. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il va skier ou qu'il part à la pêche ou à la chasse. Et même quand il a assez de nourriture, il disait qu'il faisait exprès de rater les animaux. Et qu'au moins, il avait l'impression de faire un truc différent et qui lui permette d'échapper à ça. Et la question de la relation sociale ou même amoureuse, ces questions qui sont les premières questions qu'on se pose à aller vivre tout seul dans la nature. Moi, j'ai la chance de passer quand même beaucoup de temps dans la nature. Je vais pas pour être seul, mais la solitude est vraiment le meilleur moyen de se construire un imaginaire et d'avoir une relation forte avec tout ce qu'on voit, le soir de penser à ce qu'on a vu, et c'est ça en fait qui crée notre inspiration. Dans la nature, on doit être très silencieux tout le temps et on n'est pas le bienvenu parce que les animaux, quand ils nous voient, ils sentent une odeur, ou d'abord ils nous sentent, souvent ou ils nous entendent. C'est la pire odeur qu'ils peuvent sentir et ils partent à toute vitesse, ils nous montrent leurs fesses et ils s'en vont. Et donc il faut apprendre à se faire accepter. Donc là, il y a une relation quand même avec les animaux qui est de l'ordre d'un effort qu'on fait et d'être accepté par eux vraiment. En même temps, je vais pas pour être seul et la photo me lie vraiment aux gens. C'est-à-dire que quand je vois des choses, j'aimerais bien que d'autres gens les voient. Moi, je me suis donné les moyens d'aller là parce que j'avais envie d'y aller. Mais surtout, je me dis ça pourrait être trop bien que dans ma photo, j'arrive à retranscrire tout ce que j'ai vécu pendant la journée. Alors, ce qui est très dur parce que on passe par tous nos sens. Donc, on va entendre le sifflement du vent, on va être ébloui par la lumière du soleil, on va voir un côté où il y aura un plateau, un immense plateau de neige tout blanc. Et là, on a vraiment l'impression, moi j'ai cette impression de rentrer dans un autre monde dans lequel je suis invité spécialement. Et alors qui est à la fois très dur à vivre parce qu'il faut bien s'équiper, il faut savoir se déplacer, avoir des réflexes pour camper. Donc on n'a pas l'impression d'être le bienvenu, puis c'est un monde qui est très dur, et en même temps il nous offre une sensation de calme, de pureté, Extrême Nord. Le soir, je rentre dans ma tente. Expédition en solitaire. Donc la tente, c'est une tente d'expédition en tunnel, donc c'est pas très haut, ça doit faire 1 mètre... Température, moins 32. 30 de hauteur, donc on peut pas être debout, enfin pas moi en tout cas. Et il y a peu d'espace, et je dois réussir à mettre toutes mes affaires à l'abri, donc des affaires que je sors de mon traîneau. Mon traîneau, je le renverse et je le mets dans la neige. Mes skis, je les plante au bout de ma tente pour permettre de mieux tenir la tente. Mes bâtons servent aussi à harnacher la tente parce que c'est très compliqué d'accrocher une tente dans la neige. Quand on plante une sardine, elle ressort. Et j'ai une pelle qui me permet aussi de dégager ma tente de la neige, parce que le soir, en fait, le blizzard se lève. Quand on revient d'avoir fait des photos, quand je reviens, je trouve plus ma tente. Donc, il faut que je prenne un point GPS au milieu de ma tente avant de partir. Il ne faut pas que je prenne mon point GPS, par exemple, à 5 mètres de la tente en partant, j'appuie sur mon GPS et je me dis, c'est bon, j'arriverai à 5 mètres, parce que le soir, dans le blizzard, on ne voit pas à 5 mètres. Donc il suffirait que je revienne sur mon point GPS à 5 mètres, et là, je ne sais pas si je dois aller à gauche, à droite, devant, et je ne retrouverai jamais ma tente. Donc en plus, je pars souvent avec un sac à dos dans lequel je mets mon duvet, mon sac de couchage, au cas où je me perds, où je puisse dormir une nuit à peu près. Donc là, je l'ai déjà fait une fois, donc je dors dans mon sac de couchage dans le blizzard. Alors là, il y a des techniques, il faut renverser ses skis, dormir sur ses skis, sur son sac aussi. Et puis dormir avec une surface de contact dans la neige qui soit plus faible. Donc il y a plein de petites techniques de survie comme ça qu'il faut bien avoir en tête. Et puis être très rigoureux avec toutes ces petites étapes de matériel qui finalement, quand on les fait, il n'y a plus aucun risque. Le soir, il faut que je me fasse à manger parce que j'ai très vite très faim et puis surtout on est très déshydraté. Donc je vais chercher de la neige que je tasse avec ma pelle, donc des carrés de neige comme pour faire des igloos que je mets dans ma tente. J'en mets 2 ou 3, puis j'ouvre l'avant de ma tente et j'ai un réchaud qui fonctionne avec de l'essence. Et avec cette essence qui brûle dans mon réchaud spécial, j'arrive à faire fondre de la neige qui me fait de l'eau que je fais bouillir pour ma nourriture déshydratée ou pour mes pâtes chinoises que je mélange avec des épices différentes chaque soir et j'ai l'impression d'avoir des menus différents. Donc j'aime beaucoup, mais c'est très long, on met plus d'1 heure à tout cuisiner. Pour ça, il faut être un peu attentif parce qu'on a son réchaud entre les pieds, il faut pas le faire tomber. Il faut pas sortir ses mains de ses gants trop longtemps. Puis on n'a plus la sensation du chaud et du froid, donc on peut se brûler avec la flamme qu'on voit pas dans le froid. On se fait souvent avoir une fois et on recommence pas. Puis si on brûle ses gants, par exemple, on n'a plus de gants et on a froid tout le temps. Donc il faut être un peu rigoureux, ce que normalement un photographe rêveur qui part dans la nature n'est pas au début. Donc je prends un peu sur moi là-dessus, même beaucoup, et c'est plus un effort, c'est un processus que j'ai.
Et après, le soir, c'est un peu, j'ai aussi un petit rituel. Je mets mes batteries dans des chaussettes que je mets dans mon duvet. Mes batteries que j'avais gardées dans ma doudoune toute la journée pour pas qu'elles refroidissent. Je mets mes gants, les chaussons de mes chaussures de ski de rando dans mon duvet pour qu'elles sèchent. Alors j'ai un duvet en plume d'oie qui est extrêmement chaud, qui va à moins 35 degrés. Et je dois regonfler mon tapis de sol, essayer de mettre des choses autour de moi, parce qu'il faut imaginer que je suis juste allongé, je peux pas me lever et je bricole mes affaires autour. Il faut pas que j'oublie de sécher mes chaussures, sinon le lendemain j'arrive pas à les mettre. Enfin, plein de choses comme ça qu'on apprend en campant. En fait, il suffit d'être bon campeur. Et aussi le soir, je me fais chauffer plus d'eau qu'il faut, que je mets dans mon thermos et que je laisse dans mon duvet pour que le lendemain, en partant, je puisse mettre des pâtes chinoises dans mon thermos et avoir un déjeuner. Et aussi, je remplis une bouteille vide de neige que je mets aussi dans mon duvet. Et le lendemain matin, elle a fondu en eau, donc j'ai un tiers de bouteille avec de l'eau. Alors dans la neige fondue, il n'y a pas de sels minéraux. Par contre, mon corps s'est habitué à manger ou à boire de la neige, ce qui normalement n'est pas le cas au début quand on n'est pas habitué. J'ai mon gros téléobjectif et mes boîtiers photo que je mets à l'abri du blizzard, mais que je dois pas mettre en contact de mon duvet ni d'éléments chauds. Sinon, ça condense très vite parce qu'il passe de moins 30 à un peu plus de chaud. Et parfois, quand je dors même dans des cabanes que je trouve, il faut surtout pas que je chauffe la cabane avec les appareils dedans, sinon ça fait trop de choc. Ça peut condenser et après, je peux plus nettoyer ni rien. Donc là, il y a un rapport au froid qui est beaucoup dans l'habitude. Il faut savoir ne pas avoir trop de couches pour pas transpirer, avoir des matériaux qui gardent pas la transpiration. Il faut bien gérer ses mains parce que pour faire des photos, c'est très dur avec des moufles. Donc j'essaie de déclencher à travers mes moufles quand je fais des photos. Et surtout, il y a plein de réglages à faire sur des boutons devant que je n'arrive pas à accéder parce que j'ai une main qui tient le gros téléobjectif avec ma moufle et une autre main qui essaie de déclencher. Et que si je baisse mon appareil photo alors qu'il y a un animal devant moi, il va me voir plus, ou il va avoir un mouvement. Donc souvent, je suis coincé ma tête derrière mon appareil et avec mon nez, j'essaie d'appuyer sur des boutons pour changer des réglages. Ou sinon, avec mes dents, donc, de travers, j'essaie de croquer dans un bouton pour que ça change. Alors ça met de la bave partout et ça devient de la glace énorme, donc je peux plus toucher au bouton après. Je dois baisser mon appareil photo et l'animal s'en va. Donc, il y a des moments un peu complètement absurdes où les gens me disent mais comment vous faites de faire des photos quand il fait froid? Est-ce que vous enlevez vos gants? Alors oui, parfois j'enlève mes moufles, mais il faut compter dans sa tête jusqu'à 20 par exemple pour vite les remettre et pas être pris dans l'enthousiasme de pas sentir le froid parce que le froid généralement aux mains quand on le sent c'est trop tard. Si je vais passer une journée à grimper une montagne et qu'en haut il y a imagine un bouquetin en haut d'une montagne enneigée, et ben j'aurais envie de le mettre en haut sur la photo pour retranscrire le vertige, le vide. Alors que si j'étais monté en hélicoptère, j'aurais pensé juste à cet animal atteint et j'aurais fait un gros plan. Et donc je trouve que tout ce qu'on vit, c'est ça dont on doit servir pour nos photos. Et c'est ça en fait qui permet aux gens de vivre à travers ces photos d'animaux, toutes ces sensations qu'on a nous. Ça passe par des techniques de savoir qu'il faut réussir à tout transmettre. Mais malheureusement, dans une photo, on peut pas mettre tout ce qu'on vit en une journée, parce qu'une photo, c'est juste un instant. Donc la neige me permet d'avoir... elle purifie tout et elle retransmet mieux cette émotion personnelle avec le réel lui-même. Comme si, quelque part, dans la nature, la neige et ces paysages, c'était un endroit où mon imaginaire à moi était réel. Je suis parti un jour avec mon ami trappeur, une journée, pour faire des photos. Donc je voulais même qu'il en fasse, lui, avec mon appareil photo. Alors c'était un peu compliqué parce que c'était pas une très bonne journée pour faire des photos, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, et ça demande des réglages compliqués sur la neige et tout. Donc je réglais tout pour lui, et puis je lui repassais l'appareil. Et aussi, quand on est deux, les animaux ont beaucoup plus peur. Mais c'était rigolo parce qu'il faisait pas du tout comme les gens, un gros plan d'un animal. Et il avait cette frustration tout le temps de pas réussir à mettre dans les photos tout ce qu'il a envie de mettre, parce qu'il part avec beaucoup plus de concepts de cet endroit que nous. Le soir, en rentrant, quand on a regardé les photos, il était hyper déçu de lui. Et en même temps, il trouvait ça génial de se dire que moi, je commence à réussir à mettre, grâce à mes techniques et à mon expérience de ce que je vois dans tous ces endroits, à mettre ces émotions intérieures dans la façon sur le terrain de faire des photos. Il me dit, tu retoucheras mes photos pour qu'elles deviennent comme les tiennes et tout. Alors, je retouche pas du tout mes photos parce que j'essaie justement d'avoir ces situations où... c'est des moments que je cherche dans la vraie vie, donc ça me plairait pas de faire des photos dans des situations pas très belles et de les rendre belles en rentrant. Je voulais repartir parce que je voulais aller photographier des oiseaux, des macareux qui reviennent sur une autre île qui est très loin, qui est de l'autre côté de la Norvège, qui est au large de la Russie. Et
Et en fait, il fallait que j'y aille maintenant parce que je voyais que la neige était en train de fondre et que c'est à ce moment-là que les oiseaux reviennent de l'océan Arctique, commencent à nicher et la neige peut revenir encore une fois. Et j'arrive à faire des photos de ces animaux très colorés dans la neige qui est rare, des macareux comme des petits pingouins colorés et aussi des pingouins torda. Et alors là, je dis à mon pote, il va peut-être falloir que je parte, il faut qu'on appelle le bateau. Et en fait, on a appelé le bateau, mais pendant 5 jours, il y a eu une tempête. Donc j'étais bloqué chez lui, donc c'était chouette, c'était une bonne excuse. Et finalement, donc j'ai pris le bateau 5 jours après, qui m'a ramené jusqu'au bateau qui est souvent à cause de l'autre côté de l'île, à l'abri du vent, donc à ski. Et puis il avait une façon hyper pudique de cacher ses émotions. Et puis en fait, il m'a dit au revoir comme si on allait se revoir une semaine après. On s'est pas vu depuis 2 ans. Alors tous les ans, il m'envoie des mails, j'envoie des mails. Et il m'a offert un grand couteau de trappeur norvégien, qui est un couteau qui sert normalement à dépecer des élans, alors ce qui risque pas de m'arriver tout de suite, mais qui me sert maintenant partout où je vais, parce qu'il n'est pas si grand que ça, mais qui a une lame très dure qui permet de couper la glace. C'était son couteau à lui, donc je lui ai dit non, j'en veux pas. Et puis en fait, il a pris un autre couteau, un petit, et il a écrit mes initiales, et maintenant il dit maintenant il est à toi, et il me l'a donné. Quand je reviens très vite d'un coup. Donc il y a 40 heures de route pour venir du Cap Nord. Et je l'ai fait en 2 jours et demi. Donc je roule plus de 15 heures par jour. Donc je m'arrête juste pour reprendre de l'essence et je repars. Alors je suis pas fatigué pour ça. Et au début, donc c'est des très belles routes. Donc c'est de la neige sur les 2000 premiers kilomètres. Donc c'est un peu plus compliqué de conduire, même compliqué. Donc là, il y a souvent des rennes qui traversent, des élans. Donc il faut ralentir, déraper, repartir. C'est assez drôle, mais en même temps fatigant. Et là, souvent, quand on revient au mois d'avril, il y a tous les oiseaux qui remontent d'Europe et qui vont dans toute la Scandinavie. Donc, il y a énormément d'oies et de cygnes. Donc, c'est les cygnes chanteurs, les cygnes d'Olgersen et les grandes oies cendrées qui arrivent de toute l'Europe, de l'Europe centrale, de France, et qui remontent et qui correspondent aux mêmes axes que les autoroutes et les grues aussi. Donc, je passe mon temps à regarder plutôt au-dessus de mon pare-brise et à voir toutes ces oies qui remontent et que j'entends aussi la nuit quand je dors dans un parking. Les oies le matin font énormément de bruit partout. Donc là, il y a un rapport à la migration que j'ai moi aussi en revenant, qu'on se croise, parce que en novembre, quand je descends, souvent je les croise dans l'autre sens. Et ça correspond exactement au même moment que moi, puisque moi j'y vais pour chercher la neige au moment où elle fuit la neige. Et au printemps, quand je reviens, quand il n'y a plus de neige, elle en profite pour remonter. Donc c'est mes compagnons de route inversés en fait. Et donc ça me permet de me lier toujours à la nature, tout en étant dans des autoroutes allemandes où les gens vont à 200 à l'heure et tout. Et puis souvent quand je rentre, mon van est rempli de plein de choses, toutes mes affaires sont mouillées. J'ai essayé de sauvegarder mes photos sur un autre ordinateur parce que j'ai peur de me dire que toutes mes photos qui sont là de plusieurs mois, ou d'un mois, il faut pas que je les perde du tout. Et puis en même temps, quand j'arrive chez moi, tout de suite, c'est une vie complètement différente où je passe mon temps juste assis. Tout le rythme que j'avais avant est en contraste énorme. Tout ce que je fais, j'ai moins l'impression de le vivre vraiment ou d'y mettre beaucoup d'attention. Par exemple, si quand je fais à manger dans ma tente, il faut absolument que j'ai tout un rituel pour réussir à faire fondre de la neige, pour manger les peu de choses que j'ai, donc des petites pâtes ou du lyophilisé, la nourriture pas très bonne mais que je trouve très bonne là-bas, mais pour lequel je suis hyper content de la manger après avoir réussi à enlever mes chaussures, à refaire ma tente, à me mettre dans mon duvet, à allumer mon réchaud dans le vent. Alors que là, je mets une pizza dans le micro-ondes, je retourne voir mes photos et je sais plus si j'ai mis la pizza dans le micro-ondes. C'est un contraste qui est à la fois très dur et puis en même temps qui te donne de la valeur au moment vécu avant. En même temps, il y a cette excitation de reprendre une vie sociale. Mais il y a un contraste fort et qui va très vite. Ouais. Ce podcast est une production Les Others, réalisée par Camille Juzo, avec une composition musicale de Alissane Brassac. Pour ne rien perdre de nos histoires aventureuses, vous pouvez vous abonner au fil de podcast Les Baladeurs et si vous êtes d'humeur bavarde, laissez un commentaire ou partagez ce récit de voyage à d'autres goûteurs d'extérieur. Dans 15 jours, vous retrouverez un nouveau baladeur, à l'assaut, cette fois, de la plus haute route du monde, entre la Chine et le Pakistan.